réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant. Votre point de repère. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. OK, j'ai presque le goût d'amorcer la prochaine chronique avec un avertissement. Et l'avertissement, c'est une maxime bien connue, cœur sensible, s'abstenir. Pourquoi? Parce que ce que je vais vous raconter, c'est une histoire de cruauté animale, une histoire absolument épouvantable dont on a connu en partie la fin là, cette semaine au Palais de justice de Québec. Alors, c'est un homme qui s'appelle Antoine Simard. Il est propriétaire d'un chenil, le chenil Expédition Milou. Et en juin dernier, il a été déclaré coupable d'avoir tué et blessé des centaines de chiens. Et la Couronne a déclaré aujourd'hui vouloir la peine maximale de 5 ans de détention pour le crime. Donc, on parle d'un grave cas de cruauté animale. Ce qui se produit cette semaine au Palais de justice, ce sont les représentations sur sentence. Antoine Simard a déjà été trouvé coupable. Quand vous lisez l'article, le Journal de Québec, notamment, en a fait état. C'est absolument terrible. Cet homme-là puisqu'il a été trouvé coupable, a volontairement tué, mutilé, blessé, empoisonné, estropié des chiens. Et il a été déclaré coupable d'avoir causé des souffrances à des animaux, d'avoir négligé de nourrir et de soigner convenablement les chiens sous sa supervision. Et le juge dans cette histoire-là, c'est le juge Hubert Couture à Québec, dans son jugement. Écoutez ce qu'il a dit à l'accusé. Il a dit Gandhi, bien sûr, le Mahatma Gandhi, disait « On reconnaît le degré de civilisation d'un peuple à la manière dont il traite les animaux. Ce sont des infractions, et je pèse mes mots, sordides d'un rare degré. J'irais jusqu'à dire que ce sont des infractions d'une amplitude qui n'a jamais été vue au Canada, une infraction qui demandera assurément une sentence à la hauteur de cette amplitude. » Alors, j'en parle avec Sophie Gaillard. Sophie Gaillard est avocate. Elle est directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. Maître Gaillard, bonjour. Bonjour. Maître Gaillard, avez-vous déjà vu un cas aussi grave? Écoutez, effectivement, c'est un des cas les plus graves qu'on a connus au Québec. Au Canada, on a vu des cas aussi qui impliquent des traitements vraiment sadiques réservés aux animaux. Malheureusement, c'est des choses qui arrivent. Mais au Québec, dans ce cas-ci, ce qui est intéressant, c'est qu'on a des procureurs de la Couronne et un juge qui prend ce dossier-là très au sérieux. C'est quelque chose qui, il y a quelques années, des cas comme ça, des fois, c'était pas toujours pris au sérieux, des cas de cruauté animale, et on voit vraiment une évolution dans les dernières années. De plus en plus, les procureurs, les juges et la société en général considèrent que ce sont des infractions très graves et qui méritent des peines maximales. Parce que les faits reprochés sont terribles. J'en ai lu un extrait tantôt. On peut en ajouter d'autres. Là, des chiens qui ont été pendus, des chiens qui ont été placés dans un congélateur jusqu'à l'agonie, même des chambres à gaz artisanales. D'autres ont été écrasés volontairement par des motoneiges. C'est comme inimaginable, Maître Gaillard. Oui, effectivement, c'est extrêmement choquant et on espère que ça sera un cas justement où la peine va être sévère parce que quand on regarde la jurisprudence en matière de cruauté animale, au Québec, on a tendance à être plus laxiste que les autres provinces quand il vient à sanctionner les gens qui commettent ce genre de gestes-là. Donc, ailleurs au Canada, on a déjà vu des peines de 5 ans. C'est pas le cas au Québec. Donc, ça va être intéressant de voir si dans ce cas-ci, on va voir quelque chose qui s'approche des sanctions imposées ailleurs au Canada. Est-ce qu'il y a des raisons qui expliquent cette différence sur l'ampleur des peines? Bien, de manière générale, au Québec, on est moins sévère dans nos peines que d'autres provinces, comme l'Alberta, par exemple, par rapport à tous les crimes, mais en particulier par rapport aux animaux. Mais comme je vous dis, c'est en évolution rapide depuis quelques années. On remarque, tous ceux qui travaillent dans le domaine, là, on remarque que c'est des questions qui sont prises de plus en plus au sérieux. Maître Gaillard, est-ce qu'il y en a beaucoup de cas de cruauté animale qui se retrouvent devant les tribunaux à chaque année au Québec?
Il y en a beaucoup. Effectivement, on a beaucoup de cas de négligence, c'est-à-dire de cas où les gens ne fournissent pas les soins nécessaires à un animal, ce qui cause évidemment de la souffrance. Les cas d'abus physiques vraiment sadiques sont un peu plus rares, mais on les croise quand même régulièrement. À la SPCA de Montréal, on a un bureau des enquêtes qui est chargé d'appliquer les dispositions du Code criminel en matière de cruauté animale et la loi provinciale. Et malheureusement, ça fait partie du quotidien de nos agents de protection animale sur le terrain, ce genre de situation-là. Donc, vos agents, qu'est-ce qu'ils font? Ils agissent à la suite de plaintes ou ils peuvent faire des visites à l'improviste? Comment ils peuvent effectuer leur travail? Ça dépend de sous quelle loi ils opèrent. En fonction du code criminel, ils ont en fait les mêmes pouvoirs que les policiers. Donc, quand il y a une plainte, ils peuvent enquêter, ils peuvent obtenir des mandats pour saisir les animaux ou d'autres éléments de preuve et ils peuvent recommander que des accusations soient portées par des procureurs de la couronne. Et au niveau de la loi provinciale, ce sont des pouvoirs qui sont délégués à nos agents par le MAPAC, qui est le ministère de l'Agriculture et qui est chargé de l'application de cette loi-là. Et dans ce cas-là, ça peut être des inspections de routine qui sont faites, mais ça dépend un peu du type d'exploitant, du type d'animal et où on se trouve sur le territoire. C'est un petit peu compliqué comme système pour la loi provinciale. Est-ce qu'il y aurait moyen d'améliorer les choses pour empêcher la répétition d'actes aussi barbares? Je pense que quand on parle des chiens de traîneau en particulier, là, dans le cas de l'expédition Milou, en fait, pour nous, des cas comme celui-ci mettent en lumière le fait qu'il y a des graves problèmes en matière de bien-être animal au sein de l'industrie des chiens de traîneau en général. Et au-delà des cas de cruauté choquants comme celui-ci, les pratiques standards de cette industrie-là, qui sont légales, elles, sont également problématiques. Donc, on parle du fait de garder des chiens enchaînés à un poteau pour la majorité de leur vie, des mesures de contrôle de la reproduction qui sont défaillants et qui causent la naissance de portées non désirées qui sont ensuite parfois tuées. Le fait aussi qu'on a des chenils surpeuplés au Québec, on a plus de 130 établissements de chiens de traîneau enregistrés et presque une trentaine ont plus de 50 chiens, certains en ont 200. Et quand on a 200 chiens, ça devient très difficile de donner à chacun l'attention et les soins dont il a besoin. Et donc, ça crée un risque de négligence. Et enfin, un autre problème dans l'industrie, c'est qu'il n'y a pas de véritable programme de retraite dans la plupart de ces endroits. Donc, quand les chiens deviennent trop âgés, ils sont tués, comme c'était le cas dans l'expédition Milou, ou ils sont laissés à eux-mêmes au bout de la chaîne et ils meurent comme ça. Mais il y a très peu de programme de retraite, alors qu'ailleurs, cette industrie-là est spécifiquement réglementée. On a des normes applicables aux chiens de traîneau. C'est le cas notamment en Colombie-Britannique où on oblige, par exemple, les programmes de retraite pour cette industrie. Donc aujourd'hui, la SPCA de Montréal a lancé une campagne sur notre site web spca.com. C'est une pétition qui demande au gouvernement de mieux encadrer l'industrie des chiens de traîneau, justement pour qu'on ait des normes spécifiques à cette industrie-là et qu'elles soient appliquées de manière rigoureuse. C'est super intéressant et puis bon succès avec votre pétition, Maître Gaillard. Merci d'avoir été avec nous. Merci. On souhaite vraiment qu'on n'ait plus jamais de cas comme celui que vous venez décrire au Québec. Tout à fait. C'est à glacer le sang. Merci encore. Merci. Sophie Gaillard est avocate. Elle est directrice de la défense des animaux et des affaires juridiques et gouvernementales à la SPCA de Montréal. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Alors, beaucoup d'inquiétudes au Québec et dans le reste du Canada à propos des répercussions économiques de l'élection de Donald Trump à la présidence des États-Unis. M. Trump qui promet des tarifs, sans doute une revue aussi de l'accord de libre-échange Canada-États-Unis-Mexique. Donc, on rentre dans une période d'incertitude. Et un expert des relations commerciales entre le Québec, le Canada et les États-Unis, bien sûr, c'est l'ancien premier ministre du Québec, Jean Charest. Il est avec nous. Monsieur Charest, bonjour. Bonjour, M. Quentin. Monsieur Charest, est-ce que les gens d'affaires québécois, canadiens, ont raison d'être inquiets de l'élection de Donald Trump, à votre avis? Ils ont tout à fait raison d'être inquiets. Là, pour revenir sur le propos que vous venez de tenir, ça risque de ressembler au Vendredi saint certains jours. Ah oui? Si grave que ça?
Ben, ça pourrait dégénérer si M. Trump va de l'avant avec plusieurs des mesures qu'il a proposées. D'abord, la mesure phare, c'est celle des tarifs de 10 à 20 sur tout ce qui est importé aux États-Unis, sans exception. Alors, il n'a pas fait de nuance là-dessus. Et il pense en termes d'économie classique qui n'existe plus. Ce qu'il y a d'inquiétant dans son raisonnement, c'est que 50 de ce que nous, au Canada, on exporte aux États-Unis vient des États-Unis. Parce que dans l'industrie automobile, par exemple, une pièce automobile voyage en moyenne 7 fois des deux côtés de la frontière avant l'assemblage final d'une voiture, ou du côté canadien, ou américain, ou même mexicain. Alors, vous voyez un peu, là, l'idée de tarifier ses propres produits serait plutôt une erreur, mais enfin, M. Trump propose quand même ces tarifs-là. On verra s'il va aller de l'avant. L'autre exemple que je vais vous donner, M. Quentin, c'est que le principal produit d'exportation du Canada aux États-Unis, c'est le pétrole et le gaz. Nous fournissons 60 de tout ce qui est pétrole et gaz qui vient de l'étranger, de l'extérieur des États-Unis. C'est le Canada qui le fournit. En même temps, il veut combattre l'inflation, baisser les prix de l'essence, il veut développer l'avantage de l'industrie. S'il devait taxer les produits de gaz ou de pétrole, ben là, il augmente le prix à la pompe pour les consommateurs américains. Alors, il y a plein de nuances comme ça qui entrent en ligne de compte. Puis, en même temps, il promet. Mais l'autre chose que nous avons observé chez M. Trump, c'est qu'il pas toujours, il a fait des reculs, mais souvent, plus souvent qu'autrement, lorsqu'il dit qu'il va faire quelque chose, il le fait. Et il s'exécute, alors qu'on pense souvent que ça n'a pas de sens, il ne le fera pas. Ben, il nous a appris à l'exercice de son mandat de 2016 qu'il le fait. Alors, on a beaucoup de raisons de s'inquiéter de ce qu'il propose économiquement. Bon, il n'aura pas beaucoup de compassion pour les entreprises québécoises et canadiennes quand il va négocier. Je regarde le résultat des élections là, dans les États clés. Ça a été un balayage pour le Parti républicain. Les États clés, on fabrique du lait au Wisconsin. Probablement que les fermiers du Wisconsin aimeraient écouler plus de leur production au Québec et dans l'ensemble du Canada. La gestion de l'offre sera sans doute remise en cause. Et la gestion de l'offre, c'est particulier au Canada. C'est 40 de l'agriculture au Québec, la gestion de l'offre. Alors, la gestion de l'offre, c'est le lait, volaille, c'est les œufs. C'est une production canadienne, mais elle est concentrée au Québec, mais c'est 40 de notre production. Alors donc, on a fait des ouvertures sur la gestion de l'offre, M. Quentin. On a ouvert un peu dans l'entente Canada-Europe, on a ouvert un peu dans l'entente avec l'Asie, là, qui s'appelle le CPTPP, là, avec les 11 pays d'Asie. On a ouvert un peu dans les négociations de la dernière version de l'ALENA. Mais là, on a pas mal été à la limite de ce qu'on pouvait faire sans que la gestion de l'offre soit totalement remise en question. L'industrie est plus complexe que juste ça. Là. Il y a des produits de lait, il y a toutes sortes d'autres produits sur lesquels on peut probablement jouer sur les tableaux, crème glacée ou autrement, mais ça va être une dure bataille pour nous. Monsieur Charest, on n'a pas de rapport de force là, dans les négociations avec le gouvernement américain. Ah, bonne question. Alors là, oui et non. D'abord, sur la taille, le rapport souvent avec les États-Unis, c'est de 1 à 10. Généralement, là, quand on observe notre rapport de force, ils sont 10 fois plus gros que nous. Cependant, et c'est ça la vraie question qu'on devrait se poser à ce moment-ci, et M. Trump, il est très transactionnel dans la relation. Là, quand il s'assoit avec un autre chef d'État ou de gouvernement, ce qui trotte dans sa tête, c'est « What do you have for me? What's in it for me? » Alors, c'est pas des grandes visions. Au Canada, qu'est-ce que nous avons à offrir aux Américains dont ils ont beaucoup besoin? L'énergie, c'est probablement le premier item. Pétrole, gaz, mais aussi l'uranium. Ça, c'est une ressource qui est devenue encore plus importante suite à la guerre en Ukraine. Les Américains ont besoin d'uranium qui est transformé pour pouvoir alimenter leur centrale nucléaire. L'autre domaine, c'est les métaux stratégiques. Alors là, il y a un besoin urgent pour les Américains et les Canadiens et d'autres pays occidentaux de développer un accès au marché aux métaux, et pas uniquement les métaux, M. Quentin, mais également leur transformation.
Et là, le Canada, nous en avons en abondance, en particulier au Québec. Dans le nord du Québec, vous vous rappellerez sans doute avec beaucoup de bonheur mon ancien plan Nord, qui est toujours là en passant. Vous avez pas perdu votre esprit d'humour, M. Charest? Non, non. Heureusement. Mais il y a dans le nord du Québec, au nord du 49e parallèle, il y a tout, là. Tu sais, il vient d'avoir une transaction très importante qui touche le Nemaska Lithium, dans lequel le gouvernement du Québec a investi, Rio Tinto. Alors, que ce soit le lithium, les terres rares, que ce soit tout ce qui touche là des métaux, le cuivre, etc., c'est des ressources dont les Américains ont besoin de manière urgente. Alors, il faut qu'on se pose cette question-là, M. Quentin. Qu'avons-nous comme carte à jouer dans la relation avec les Américains? Et ça, c'est des cartes très importantes. Bon, on sait, M. Charest, que les changements climatiques, M. Trump ne reconnaît pas vraiment leur existence et il fonde son action économique beaucoup sur le pétrole. Il veut encore forer davantage et tout ça crée de l'inquiétude chez nous parce qu'on vient de prendre le virage de la filière batterie pour essayer d'alimenter le marché des voitures électriques. Mais là, cet avenir-là, il est comme mis en suspens un peu. Prenez un projet comme celui de Nordvolt. À votre avis, là, avec l'élection de Donald Trump, est-ce que ça remet en cause ces investissements colossaux qui ont été annoncés par le gouvernement Legault et le gouvernement du Canada au cours des derniers mois? Ça pourrait remettre en question. Lorsque les deux gouvernements, à la fois du Québec et du fédéral, ont structuré l'entente avec Nordvolt, ils ont prévu ceci. On vous donne des subventions à la condition, parce qu'on vient, dans le fond, excusez l'expression, accoter ce que vous pourriez obtenir aux États-Unis avec la loi américaine qui appelle l'Inflation Reduction Act, la IRA. Si le gouvernement américain mettait fin au programme, ben là, l'offre ne tient plus. Alors, dans le fond, ils ont prévu. Ils ont dit, parce qu'on ne va pas vous donner ces montants-là si on n'est plus compétitif dans le marché. L'autre aspect de l'entente, ça a été du côté fédéral, ça a été de dire, on va vous payer votre subvention, l'autre partie de la subvention, sur livraison du produit. Alors ça protège aussi jusqu'à un certain point. Maintenant, M. Trump a dit, pendant la campagne, moi, je ne veux pas continuer, mais il ne va pas arrêter les projets qui sont déjà engagés, en particulier les semis. Et par une heureuse coïncidence, la majorité de ces projets sont dans des circonscriptions qui sont républicains actuellement aux États-Unis. Donc, ça va agir comme frein pour la décision de M. Trump. Je veux commenter un peu sur l'énergie, un élément, M. Quentin, qui a changé du temps où j'étais au gouvernement aujourd'hui, qui change beaucoup la politique américaine. Les Américains, à cause du fractionnement, ce qu'on appelle le fracking, là, sont devenus, sur le plan énergétique, indépendants, autonomes. Ils sont les plus gros producteurs d'énergie au monde, de gaz et de pétrole au monde. Alors, ça change fondamentalement leur perspective et la géopolitique américaine. Alors, et jusqu'à la campagne présidentielle de 2008, un des enjeux majeurs aux États-Unis, c'était pouvons-nous trouver des pays fiables vers qui on peut se tourner pour nous alimenter en énergie? Alors ça change radicalement. Ça nous ramène à l'enjeu des changements climatiques. Comme ils sont devenus les plus gros producteurs, M. Trump, lui, ce qu'il veut, c'est même augmenter la production, ce que peu de gens pensent être possible parce qu'ils sont déjà au maximum, pour garder les prix déprimés. Il veut que les consommateurs américains payent le moins cher possible pour l'essence. Alors là-dessus, il va avoir besoin du Canada s'il veut maintenir les prix à un niveau qui est très bas pour les consommateurs. Alors, on a très certainement des leviers à jouer au Canada et au Québec, mais M. Charest, si je comprends bien le sens de votre message, il faudra être particulièrement habile pour réussir à exploiter les atouts dans notre jeu. Oui, là, et à tous les niveaux, que ce soit le gouvernement fédéral, le gouvernement du Québec. Là, plus que jamais, il faut être présent aux États-Unis. Les fournisseurs qui agissent avec nos entreprises, les maires, tout le monde doit être, je pense, sur la ligne de front si on veut protéger nos intérêts auprès des Américains. Merci beaucoup, M. Charest. Super intéressant de vous parler aujourd'hui. Merci, M. Quentin. Au revoir. Au revoir. Jean Charest est l'ancien premier ministre du Québec. Le Québec maintenant. Avec Philippe Quentin.
réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. C'est une grosse journée, une autre, diront certains, pour la ministre des Transports du Québec, Geneviève Guilbeault, qui présentait aujourd'hui les résultats d'un audit sur nos sociétés de transport collectif, audit qu'elle avait réclamé là, quand les négociations entre le gouvernement et les sociétés de transport étaient au plus mal. Madame Guilbeault vient d'arriver en studio pour nous visiter. Madame Guilbeault, bonjour. Bonjour, Monsieur Quentin. Madame Guilbeault, quelle est la conclusion principale de votre audit? Bien, je dirais, si je devais résumer en une phrase, parce que c'est quand même 515 pages, mais qu'il y a résolument des possibilités d'optimisation dans nos sociétés de transport. Bon, optimisation, ça veut dire couper. Bien, c'est-à-dire que oui et non. Oui, effectivement, il y a 346 millions, là, pour ceux qui ont peut-être regardé les documents sommaires, 346 millions d'économies annuelles récurrentes qu'on pourrait aller chercher si on met en œuvre toutes les recommandations, les pistes d'optimisation qui nous sont suggérées. Évidemment, il y a des choses là-dedans qui sont plus ou moins simples, qui prennent plus ou moins de temps à mettre en œuvre, mais il y en a qui sont de la responsabilité du gouvernement, il y en a qui sont de la responsabilité des sociétés de transport. Mais il y a là beaucoup de matière à s'améliorer. Et moi, quand je vois qu'on nous chiffre ça à 346 milliards, et ce qui est intéressant, c'est que sur le 346 milliards, il y a 346 milliards. Et si je pouvais aller chercher 346 milliards, je réglerais le budget au complet du gouvernement. Vous pourriez même faire le troisième lien, Mme Guilbeault. Je pourrais tout faire. Donc, 346 millions. Et là-dessus, il y a un 180 millions qui provient de suggestions d'optimisation qui viennent des sociétés de transport elles-mêmes, qui déjà réfléchissaient à ça, déjà avaient des idées, ont fait des propositions. Alors, clairement, là, il y a une matière non seulement à l'optimisation, mais aussi à la collaboration, parce que c'est vraiment ça que j'ai dit, moi, tout à l'heure. J'ai fait l'annonce, j'ai présenté le rapport et j'ai dit, c'est un appel à la collaboration, c'est un appel à l'action, mais on doit travailler ensemble pour donner suite à ce rapport-là. Bon, on le sait, là, la plus grosse dépense des sociétés de transport, bien sûr, c'est les coûts de main-d'œuvre. Il y a des conventions collectives, les employés sont payés. Est-ce que vous touchez à ça? Est-ce que vous voulez faire des réductions ou est-ce que des réductions sont envisagées? Ne serait-ce qu'on n'ouvrira pas les conventions collectives, mais est-ce qu'on voudrait couper du personnel, diminuer les services? Bien, écoutez, les conventions collectives, elles relèvent des sociétés de transport, qui, elles, relèvent des municipalités. Donc, c'est un exemple, quand je disais, il y a des choses qui sont la responsabilité du gouvernement et d'autres qui sont la responsabilité des sociétés de transport. Et moi, cette semaine, je les ai rencontrés. Évidemment, là, les élus qui sont à la tête de chacune des sociétés de transport, on en a 10. Je les ai tous rencontrés. On a discuté du rapport. On venait tout juste de l'avoir. Donc, là, on va continuer de l'explorer. Mais donc, et cette question-là est venue. Et je disais, le gouvernement, par exemple, nous, on a des conventions collectives et des négociations qui relèvent directement de nous, notamment le réseau de la santé, le réseau de l'éducation. On a conclu dernièrement là, la négociation avec la FIC. Et ce que je disais, c'est effectivement, ça demande des efforts, ça demande du travail, ça demande un certain courage d'aller chercher de la flexibilité, parce que c'est de ça qu'il s'agit, d'aller chercher de la flexibilité. Mais les syndicats doivent faire partie de la solution et moi, je suis certaine qu'on peut les rallier, mais c'est la responsabilité des sociétés de transport de faire ça. Et parce que c'est pas juste une question salariale, vous l'avez dit, 64% des dépenses sont liées à des dépenses salariales, mais aussi les clauses des conventions collectives, des fois, empêchent l'optimisation, empêchent la flexibilité. Par exemple, dans les recommandations, on parle beaucoup d'impartition, la possibilité de déléguer ou de sous-traiter certains services au privé. Certaines sociétés de transport le font déjà, parmi les plus performantes d'ailleurs. Donc, le font déjà. Alors, la possibilité d'en faire plus, de la mutualisation aussi. Pouvoir, par exemple, transporter des gens sur un territoire. Tu sais, je prends un exemple, un autobus qui part de Lévis, qui traverse à Québec, qui revient à Lévis, pourra pas prendre quelqu'un sur le territoire de Québec parce que c'est pas sa société de transport, mais il passe devant. Donc, c'est toutes des choses comme ça, mais qui sont conventionnées dans les conventions, qui sont prévues dans des conventions collectives. Alors, c'est comme si cette notion-là, non seulement la question des dépenses salariales, mais est en filigrane un peu de plusieurs autres recommandations et limite la mise en œuvre de certaines recommandations. Alors, ce que je leur partageais, je disais de la même façon que nous, au gouvernement, on travaille pour aller chercher de la flexibilité, de la modernisation dans nos négociations avec les différents syndicats. Je pense que le moment est venu pour les sociétés de transport de faire de même. Madame Guilbeault, là, on parle de 346 millions là, d'optimisation, de coupure, peu importe comment on l'appelle, d'économie très certainement par année de manière récurrente. Mais ça, c'est le plan idéal. Là. Et on s'entend, là,
tout ça, là, je vois là, les pistes qui sont présentées, tout ça ne se fera pas demain matin. Donc, le problème réel du sous-financement du système de transport, là, il va perdurer. Là. On ne trouvera pas le 346 millions demain matin. Alors, on fait quoi dans la prochaine année, les 2 prochaines? Est-ce qu'on doit se résigner à accepter des coupures de service, à faire en sorte que le système, par exemple, du métro de Montréal, on l'a vu avec la ligne bleue, des problèmes d'entretien, les gens nous disent on n'a plus d'argent, on n'est plus capable d'entretenir suffisamment. Est-ce qu'on est condamné à vivre ça encore année après année? Bien, il y a 2 choses là-dedans. La première, c'est que, puis c'est une des recommandations d'ailleurs qui s'adresse à nous, la prévisibilité financière. Les sociétés de transport ont besoin de prévisibilité. Et moi, quand je suis arrivée au transport il y a 2 ans, je disais, je veux avoir une entente à long terme pour qu'on évite à chaque fin d'année de nous demander de l'argent. Parce qu'on part, là, si on part du début, je ne l'ai peut-être pas dit, là, parce que pour nous, c'est une évidence, mais on part d'une situation où à chaque fin d'année, les sociétés de transport ont des déficits très importants et se tournent vers le gouvernement pour payer ces déficits-là. Or, ça n'a pas de bon sens parce que quand on regarde actuellement les déficits projetés, on est à 2,5 milliards d'ici 2028 juste pour la RTM, donc juste ici dans la CMM plus Saint-Jérôme. Donc, ça n'a pas de sens. On n'a pas de 2,5 milliards. Personne n'a 2,5 milliards là, comme ça pour les 4 prochaines années. Donc, on n'avait pas le choix de faire cet exercice-là. Donc, mais ils ont besoin de prévisibilité. Alors, on a une négociation qui est en cours pour avoir une entente sur une espèce de cadre financier à long terme jusqu'en 2028. Si bien qu'à chaque année, ils vont savoir d'avance de combien ils vont disposer comme aide gouvernementale parce que nous, on n'a jamais mis tant d'argent en transport collectif. Ça aussi, il faut le répéter. Le gouvernement, depuis que la CAQ est au pouvoir, le gouvernement n'a jamais mis autant d'argent en transport collectif. Puis on en met encore et toujours plus. Puis en plus, à chaque année, on rajoute une aide de fin d'année. Mais donc, on est au rendez-vous. Pourquoi on a quand même l'impression que ça fonctionne mal? Et je parle notamment du métro ici à Montréal. Là. Le métro, c'est un problème très souvent. Il y a des pannes qui sont récurrentes. La ligne bleue, quand même, ce qui est arrivé, la station Saint-Michel, la poutre là, qui tombe, puis on est obligé de fermer la station. C'est parce que les entretiens ne sont pas faits assez régulièrement. On fait quoi avec ça? Bien, effectivement, le déficit de maintien des actifs, écoutez, nous, on est arrivé en 2018, donc je pense qu'il n'y a personne qui pense qu'en 6 ans, on peut tout rénover, là. Mais avant ça, il y a eu un laisser-aller. Il y a eu un laisser-aller de toutes nos infrastructures, je vous dirais, M. Quentin, pas juste en transport, là, nos hôpitaux, etc. Fait que là, on est dans une situation où nos infrastructures sont dans un état tel qu'il faut, puis ça donne lieu à plusieurs chantiers, parlez-en aux Montréalais. La multiplication des chantiers partout, moi, j'appelle ça les perma-chantiers. C'est des chantiers permanents. Puis ils ont l'impression que ces chantiers-là disparaissent jamais. Puis s'il y en a un qui est fini, il y en a un autre qui commence à côté. Fait que dans le fond, il y en a tout le temps parce que nos infrastructures sont trop désuètes. Alors, donc, c'est un gros défi, mais encore là, sur les investissements en infrastructure, on n'a jamais autant investi en transport dans le PQI, le fameux PQI. On est à 13,8 milliards alors que les autres gouvernements étaient à la moitié de ça. Mais on a beau mettre toujours plus d'argent, c'est pour ça que vous dites on fait quoi, effectivement. Il faut revoir des questions de fond. On parlait de la question des conventions collectives, la question de la gouvernance, la question de l'organisation des services. Quand on regarde les recommandations, ce sont toutes des choses qui sont nommées. Mais on n'a pas le choix de faire ces changements-là. C'est ça, on arrive à une espèce de cul-de-sac où plus personne n'a d'argent. Et il faut dire que le grand absent de ça, c'est le gouvernement fédéral. Le gouvernement fédéral se désengage de la mobilité, paye plus de route, je le dis souvent, mais là, en ce moment, on n'a même plus de programme pour payer du transport collectif. Mais le gouvernement fédéral était prêt. Il ne paie pas de maintien d'actifs. On parle du métro, là, spécifiquement le maintien du métro ne met que très, très peu d'argent, une somme pratiquement insignifiante pour l'entretien du métro. Fait que la Ville de Montréal et nous, on est tout seuls à payer pour un métro. Alors ça, c'est un gros problème aussi. Mais le gouvernement fédéral était prêt à mettre pas mal d'argent dans le tramway de Québec. La décision a traîné. Est-ce qu'on va aller de l'avant pendant que Justin Trudeau est encore au pouvoir? Parce que je ne suis pas sûr que Pierre Poilievre va pomper les mêmes dizaines de millions dans ce projet-là. Oui, bien, la somme du fédéral, là, presque 1,5 milliard, elle est en quelque sorte sécurisée. Ou en tout cas, il y a une entente qui est intervenue là, dans le cadre d'une entente bilatérale intégrée sans tomber dans trop de jargon. Mais normalement, cet argent-là est acquis. C'est sûr que c'est sur la base des dépenses admissibles. Donc, ça va être, à un moment donné, tu commences le projet, tu envoies la facture, tu es remboursé. On verra, là, on nous dit souvent c'est M. Poilievre et tout ça. Moi, dans l'ensemble, je veux que le gouvernement fédéral se réengage dans le financement de la mobilité. S'il veut payer des routes, mais qu'il coupe ailleurs, mais que somme toute, j'ai plus d'argent pour mes routes que j'en aurais eu s'il avait juste payé du transport collectif comme actuellement, bien, au final,
le gouvernement du Québec est gagnant. Moi, je veux juste plus d'argent parce que ça n'a pas de bon sens en ce moment, la pression sur nos plans d'investissement, la pression budgétaire, les déficits qu'on a pour payer des salaires en éducation, des salaires en santé. Puis on a fait le choix de faire ça parce que pour nous, c'est important les services aux Québécois. Mais tout le monde doit faire sa part. Puis pour en revenir au rapport d'aujourd'hui, bel exemple où tout le monde doit faire sa part. Les recommandations qui nous touchent, on travaille dessus. Des recommandations pour les sociétés de transport. Mais en bout de ligne, on est tous des élus, donc on a tous la même responsabilité de faire en sorte que les Québécois en aient pour leur argent. Puis il y a les meilleurs services. Puis c'est très clair dans le rapport. On dit, avant de penser à financer des offres de services ou d'augmenter l'offre de services, il faut régler les déficits parce que sinon, on va juste creuser des déficits à l'infini. Dernière question, Mme Guilbeault, on l'a vu l'an dernier, là, ça a été un psychodrame en fin d'année, les négociations entre le gouvernement, les sociétés de transport. Il y a eu des attaques, contre-attaques, tout ça. Est-ce qu'on va revivre le même psychodrame cette année ou dans les prochains mois? Bon, ce qui me concerne, non. Là, quand vous dites le psychodrame, c'est sûr qu'il y a eu des menaces de fermeture de métro et tout ça. Mais je vous dirais que ça, c'était il y a 2 ans, si je ne m'abuse. Oui. Enfin, ça fait de plus en plus longtemps. Puis écoutez, je vous dirais que moi, la collaboration est très bonne. Les sociétés de transport ou les principaux élus, là, la mairesse de Montréal, le maire de Laval, etc., c'est des gens à qui on parle régulièrement. Et les premières réactions, moi, je les ai tous rencontrées cette semaine quand on leur a transmis le rapport. Puis la volonté de collaborer, je la sens, je la crois sincère de la part de tous, parce qu'ils sont pris eux aussi avec ce défi-là. Donc, je dis, tu sais, sortons de cette logique où on dit c'est ton problème, c'est pas le mien, ou vice-versa. On est condamnés à travailler ensemble. Puis en plus, on s'entend bien, puis je les aime bien. Donc, on va donner suite au rapport ensemble. Bon, excellent. Merci beaucoup d'avoir été avec nous, Mme Guilbeault. Merci beaucoup. Bonne journée, Geneviève Guilbeault, et ministre des Transports du Québec. Au réseau Cogeco Média. Vous écoutez Le Québec maintenant avec Philippe Quentin. Le ministre de la Santé du Québec, Christian Dubé, a fait le point aujourd'hui sur les avancées de son plan santé. Il a évidemment souligné ses bons coups. Il a également été lucide. Il a reconnu qu'il y avait encore beaucoup de travail à faire pour assurer un accès beaucoup plus facile aux soins de santé. Alors, on va tenter de faire le point avec quelqu'un qui est plongé dans le système de santé depuis des années et des années. C'est le docteur Alain Vadeboncoeur. Vous l'avez souvent entendu dans les médias. Il est urgentologue. Il a écrit plusieurs livres sur le sujet de la santé, sur l'accessibilité des soins de santé. C'est un excellent vulgarisateur et je l'accueille avec beaucoup de plaisir. Alain Vadeboncoeur, salut. Oui, salut Philippe. On pourrait même dire des décennies, je pense. Oui, voilà, oui. Ça fait longtemps. Tu le connais, tu as connu plusieurs ministres aussi. Ouais. Là, tu observes la situation avec Christian Dubé, qui a fait des efforts. Je pense que tout le monde va reconnaître que c'est un ministre qui fait des efforts pour améliorer les choses, mais c'est pas facile. Est-ce que tu trouves que son plan santé tient la route? Je lisais aujourd'hui la mise à jour là, qui a été diffusée. Je pense que globalement, c'est un plan qui est cohérent, très ambitieux. Probablement à la mesure des défis là, qui sont grands. Moi, je suis un peu Thomas, par contre, là-dessus. On va juger sur les résultats qui ne sont pas encore là. On est un peu au début de quelque chose, là, je dirais. Mais sur la cohérence, sur le futur, j'ai l'impression que ça tient la route, on pourrait dire ça. Bon, allons-y un peu dossier par dossier. Là, à l'heure actuelle, il y a un gros débat sur la place du secteur privé dans notre système de santé. Toi, comment tu analyses ça? Est-ce que tu perçois à l'heure actuelle que le secteur privé, c'est une menace pour nos soins de santé ou c'est plutôt un complément potentiellement utile? Complément comme soupape sûrement, puis on l'a vu beaucoup pendant la pandémie. Tu sais, les blocs opératoires étaient ni plus ni moins paralysés. Il y a beaucoup de chirurgie qui a été faite là. Donc, comme soupape, il y a probablement une place là, pour faire des opérations chirurgicales ou des examens, des interventions. Le problème, évidemment, des approches qui tournent autour du privé, c'est le détournement des ressources. Hein? Parce que, tu sais, il ne faut pas se le cacher, là. Ça prend un chirurgien, ça prend des inalos, des infirmières, anesthésistes pour opérer donc à l'extérieur des structures. Donc, il y a un risque là. Puis je pense qu'il faut se méfier beaucoup surtout de la première ligne privée là, qui n'est pas couverte par l'assurance maladie, par la RAMQ. Il ne faut pas se le cacher. Ça. Je pense qu'il y a beaucoup de contre-vérités là. Les médecins dans le privé voient probablement un peu moins de patients, qui sont un peu moins malades. Donc, c'est sûrement pas ça qui améliore le gain général actuellement. Je pense que la réforme doit viser avant tout un accès équitable là, pour le plus grand nombre de personnes.
Et voilà. Donc, ça a peut-être une place comme soupape, je te dire. Est-ce que tu es convaincu quand le ministre Dubé dit, par exemple, qu'il y a une place pour le privé en autant que les gens ne paient pas pour les soins? Autrement dit, que l'administration, que l'édifice, que tout ça relève du secteur privé, mais que quand un patient y va, il peut sortir sa carte d'assurance maladie puis obtenir les soins. Ça semble être un scénario que lui qualifie d'idéal, mais d'une part, c'est pas toujours ça, puis d'autre part, il y a un peu de danger dans tout ça aussi, là. En fait, il faut d'abord faire la démonstration qu'il y a un avantage. C'est pas toujours clair, hein, que ça coûte, par exemple, moins cher. C'est clair que quand les salles d'opération, il manque de monde, ça devient un endroit pour opérer les gens, mais il reste que ça prend du personnel pour faire rouler aussi ces blocs opératoires-là. Fait que je dirais que le rôle de soupape est peut-être là dans les circonstances actuelles, ça peut aider. Je le limiterais pas mal à ça si on veut l'avantage, mais j'ai jamais vu de démonstration très convaincante qu'on sauvait de l'argent comme ça, puis que c'était mieux d'investir là-dedans. Bon, l'accès aux services demeure compliqué, Alain. Tu le sais, les gens ont de la misère à avoir un rendez-vous avec un médecin de famille. On a même évoqué tout à coup l'idée là, de transférer des médecins de famille vers des gens dont la situation sur le plan de la santé est plus critique. Ouais. Est-ce que tu penses qu'il y a des éléments du plan du ministre Dubé puis de l'action gouvernementale dans son ensemble qui pourrait conduire à une embellie, à une période là, où les gens pourraient avoir accès aisément, facilement, normalement à un médecin de famille? C'est ça le gros défi. Puis, il ne faut pas se le cacher. Actuellement, l'accès, c'est pas amélioré. Là. En fait, c'est fluctuant, on pourrait dire. Il y a des hauts et des bas là-dedans, mais on ne peut pas dire qu'il y a une embellie, comme tu mentionnes. Puis ça touche, la première ligne, mais c'est aussi, la chirurgie actuellement. Il y a eu des gros retards pris pendant la pandémie, puis c'est très pénible de rattraper ça. Donc, l'accès aussi à la chirurgie, aux interventions, c'est difficile. Il y a beaucoup d'éléments hors contrôle. On espère que des éléments comme l'entente avec la FIC, ça va aider ça parce qu'avant tout, si ça ne s'améliore pas, c'est parce qu'il manque de personnel pour, faire avec les chirurgiens les opérations. Les chirurgiens ne sont pas encore capables d'opérer tout seuls dans une salle d'opération. Ça leur prend toute une équipe autour. Donc, il y a des éléments qui s'en viennent. Il y a des éléments qu'on va voir. Moi, je pense que actuellement, on est encore en attente de changement dans l'accès qui soit, je dirais, significatif. Puis quand tu regardes le plan, je dirais que les idées là-dedans sont assez bonnes, en général. OK. Toi, tu es urgentologue dans la vie. Donc, les urgences, tu connais ça à fond. Les urgences, en tout cas, la perception qu'on en a, c'est qu'elles sont constamment embourbées, qu'il y a beaucoup de gens qui y vont alors qu'ils ne devraient pas y aller. Ils devraient plutôt demander de l'aide à d'autres professionnels de la santé. Est-ce que la situation est aussi critique qu'on en a l'impression? Ça, c'est pas nouveau. Ça fait, quand on parle de décennies, ça remonte à très loin. On a un gros problème dans les urgences au Québec depuis très longtemps. Ça touche beaucoup les patients qui sont en attente d'un lit d'hospitalisation. Donc, la fameuse congestion qui a fluctué, mais qui ne s'est pas grandement améliorée. Puis ça, c'est un problème de capacité de système, là, de lits disponibles, puis de capacité de monter les patients. C'est un problème très profond de ce point de vue-là. La question d'aller à l'urgence, si on veut, quand on aurait pu aller ailleurs, ça, c'est un vrai problème, mais c'est en lien avec la première ligne. Quand les gens ont accès à une première ligne qui est forte, où ils peuvent facilement avoir accès, ils y vont. Il n'y a personne qui aime ça aller passer 12 heures à l'urgence pour attendre, mais il faut que la première ligne soit solide, puis ça revient au problème de l'accès à la première ligne. Je pense qu'il y a des gains qui ont été faits là-dedans, mais on est encore loin du compte de ce point de vue-là. Et puis, le système est très souvent surchargé, Alain, puis une des raisons, c'est que de plus en plus de gens qui éprouvent des problèmes de santé mentale. Il y a beaucoup de ces gens-là qui vont se retrouver également aux urgences. Il y a beaucoup de gens qui voudraient avoir des services avec une consultation avec un psychologue, avec un psychiatre. C'est très, très difficile d'obtenir ça. Sur le plan de la santé mentale, est-ce qu'on va réussir, tu penses, à trouver des solutions pour mieux gérer la situation? Moi, je vois deux axes là-dedans. Clairement, il n'y a pas assez de ressources. Ça, je pense que c'est clair. Surtout pour la première ligne, justement. Par exemple, l'accès à un psychologue, c'est un bon exemple. Souvent, c'est ça la solution, non pas d'aller voir son médecin ou son médecin de famille. Les services de soutien. Et par ailleurs, moi, j'ai travaillé un peu sur des dossiers qui touchent l'accès, si on veut, pour les patients qui ont des problèmes psychiatriques plus graves. Il y a beaucoup d'innovations qu'on voit peut-être pas très bien, comme l'hospitalisation à domicile en psychiatrie. C'est quelque chose qui commence dans plusieurs hôpitaux. Le suivi dans la communauté, c'est rapprocher les services des patients, raccourcir les hospitalisations, essayer de garder les patients dans leur milieu. J'ai vu
plusieurs projets innovateurs là-dessus, par exemple autour de, ceux que je connais, autour de l'hôpital Notre-Dame, il y a 6-7 hôpitaux qui travaillent là-dessus. Tu sais, il y a beaucoup d'innovations aussi pour ce qui est de la psychiatrie peut-être un peu plus lourde, pour faire mieux les choses. Tu sais, il y a bien de la place pour l'amélioration. Fait que je te dirais que de ce côté-là, c'est assez intéressant ce qui se passe, mais effectivement, c'est dans un contexte où la première ligne est pas très solide de ce point de vue-là. Ben voilà, à peu près à chaque élément qu'on discute, Alain, tu reviens avec ça, la première ligne. Hein. Le problème, c'est cet accès à la première ligne qui est fondamental. Ben, je veux dire, c'est ça que l'expérience de soins des patients, tu sais, la majorité, c'est d'avoir accès à leur médecin. Et ça, on sait, on était pire que ça, honnêtement, avant. Maintenant, la médecine familiale se transforme. Donner accès à des patients qui ont des symptômes, tu sais, honnêtement, il y a 10 ans, peut-être, tu sais, il y avait 6 mois d'attente pour voir ton médecin, là. Maintenant, c'est beaucoup plus l'accès adapté. Quand j'ai un problème, j'aimerais ça avoir accès. Le vrai problème, actuellement, c'est qu'il reste encore beaucoup de gens qui n'ont pas de médecin, qui sont inscrits peut-être, mais que c'est pas facile de trouver un rendez-vous. Et ça, c'est un gros problème qui est pas réglé, qui stagne, qui va dépendre probablement beaucoup des négociations entre le ministère puis la FMOQ. Mais il reste que c'est ça l'enjeu. Tu sais, les gens veulent être soignés quand ils ont un problème. Et on est loin du compte. Bon, alors, Christian Dubé fait aujourd'hui le point sur les avancées de son plan santé. Alain, il le fait 3 semaines, grosso modo, avant la mise en opération réelle de Santé Québec. Santé Québec va s'occuper des opérations du réseau. Le ministère de la Santé, lui, continuera de déterminer les orientations. C'est ça la grande différence entre les deux. Est-ce que tu penses que ça va changer quelque chose pour le mieux, la mise en service de Santé Québec? Moi, ça relève encore du pari pour l'instant, mais tu sais, c'est pour parler, si on veut, une analogie de hockey, ça s'appelle une reconstruction. On refait quelque chose autour des buts de Santé Québec. Moi, j'ai toujours, tu sais, ça fait 35 ans que je suis dans le réseau, que je suis impliqué, là. Il y a vraiment 2 types de personnes dans le réseau. Il y a des gens qui sont bons pour faire des orientations, pour planifier, puis il y en a qui sont bons pour faire rouler les affaires, pour opérer, si on veut. Je dirais que les médecins d'urgence sont souvent dans la deuxième catégorie, beaucoup, tu sais, opérer, faire rouler les affaires, surtout quand ça se met à mal aller. Et je pense que l'idée fondamentale de dissocier un peu les deux n'est pas mauvaise, ce qui va permettre à Santé Québec de recruter des gens dont, si on veut, le cerveau est orienté vers les opérations pour que ça marche. Puis, à ce moment-là, le ministère s'occupe plus des missions, en fait. Et ça, je pense que l'idée a du bon sens, mais encore là, on va le voir où on va être rendu. Si Santé Québec est très gros, ça demeure une très grosse organisation qui peut avoir les défauts des grandes organisations, c'est-à-dire devenir lourde, devenir pénible à opérer et ne pas, si on veut, rencontrer ses objectifs. Donc, il y a un défi là qui est énorme encore. Oui, gros défi. Et puis, la réponse à compter du 1er décembre prochain, c'est ce jour-là, vraiment, que Santé Québec va prendre son envol. Alain Faudboncoeur, merci d'avoir été avec nous. Grand plaisir, Philippe. Bonne soirée. Toujours le fun de parler à Alain. Alain, bien sûr, est urgentologue et il a écrit plusieurs livres sur le sujet de la santé.